Dans 10 jours, c'est les Jeux Olympiques. Partout dans le monde, ils disent que ça va être merveilleux, que c'est le plus grand des spectacles. Mais ici, au Mexique, on a de la peine à se réjouir. Le climat est plus tendu que jamais. Nous, les étudiants, on n'en peut plus. On n'en peut plus de notre système, inégalitaire, autoritaire, répressif. Où sont passés les idéaux de la Révolution ? Alors ce soir, on manifeste. C'est comme ça partout dans le monde cette année. Ce soir, on se bat pour nos droits, pour notre avenir, pour le Mexique. Dans 9 jours, c'est les Jeux Olympiques. Ils disent qu'ici, chez nous, aura lieu le plus beau spectacle du monde. Pourtant, cette nuit, on a vécu l'horreur, voire pire. En bas, tout est déjà propre. La ville est prête à accueillir la terre entière. Mais les gens savent. On le voit dans le regard des survivants. On l'entend dans le silence de la rue. On le sent. Mexico a l'odeur du sang. Au fond de moi, je suis révolté. J'essaie de crier, mais personne ne m'entend. Je ne comprends pas. Comment en est-on arrivé là ? Je pense qu'il ne faut pas politiser le sport. Excusez-nous d'avoir quelque peu vilipendé sur des sujets qui ne nous regardent pas. Il y a toujours eu des relations très étroites entre le sport et la politique. De toute façon, c'est pas grave puisque les téléspectateurs ne nous regardent pas. Effectivement, chers auditeurs, vous ne nous regardez pas, mais vous êtes bel et bien en train d'écouter Sportivement Vôtre, votre rendez-vous bimensuel pour parler de sport et d'histoire. Et on se retrouve donc aujourd'hui pour parler d'une Olympiade, l'une des plus illustres de l'histoire, celle de Mexico 1968. Alors, si vous êtes un connaisseur, cela vous fait peut-être penser au point ganté en l'air de Smith et Carlos pour dénoncer la ségrégation raciale, ou alors à l'invention d'une nouvelle technique de saut en hauteur par Dick Fosbury, mais on va pas parler de ça, on laisse tout ça pour une prochaine fois. Et aujourd'hui, on va s'intéresser plutôt aux mouvements sociaux mexicains, à l'approche de ces Jeux et à la répression terrible du gouvernement la nuit du 2 octobre sur la place des Trois Cultures, avec ce qu'on appelle le massacre de Tlatelolco. À travers cet épisode, on va donc revenir sur les causes historiques du massacre, ses liens avec les JO de 68, et enfin, les conséquences du massacre sur divers aspects. Alors je vous préviens dès maintenant, dans cet épisode, il n'y aura pas énormément de faits sportifs qui seront racontés, mais on se penchera un peu plus sur des aspects géopolitiques en lien avec le sport, en se demandant au final comment est-ce que les Jeux Olympiques de 68 ont mené en quelque sorte à invisibiliser l'horreur répressive mexicaine. Est-ce que vous êtes prêts ? Pour commencer, on va essayer de comprendre un petit peu mieux le contexte mexicain de 1968, pour comprendre ensuite les événements tragiques qui se sont déroulés. On va donc revenir un petit peu en arrière. Tout commence donc avec les Aztèques. Non, alors, on va pas revenir autant en arrière, on va commencer seulement au début du XXe siècle, avec ce qu'on appelle la Révolution mexicaine. Cette révolution, c'est un événement qui va prendre son temps, qui va durer pendant une décennie, de 1910 à 1920, avec des soulèvements qui s'enchaînent et qui vont mener à l'abolition du Porfiria, qui est une dictature militaire qui était en place depuis 35 ans au Mexique. Après le renversement de cette dictature, le Mexique devient donc une république. On a donc des partis politiques qui vont être créés par la suite dans les années 20, dont un qui va nous intéresser tout particulièrement, le Parti national révolutionnaire qui est fondé en 1929 par un des généraux révolutionnaires, Plutarco Elias Calles. Ce parti, il deviendra ensuite le Parti révolutionnaire institutionnel, PRI, qui va se placer à la tête du gouvernement pour tout le reste du siècle. Et vous le verrez, il sera un acteur déterminant pour notre histoire de 1968. Niveau idéologique, bord politique, c'est un peu difficile de désigner où se trouve le PRI, parce qu'il a été fondé par la jonction de plusieurs forces politiques d'après la Révolution. Du coup, le parti il a pris plein d'idées à droite à gauche, c'est le cas de le dire, et il a donc une ligne idéologique qui est assez vaste, voire plutôt vague. On parle de Big Tent Party en anglais, ou de parti attrape-tout en français, donc son principal objectif c'est de rester au pouvoir, peu importe les idées finalement. On observe quand même qu'au début, le parti penche un peu plus à gauche, c'est normal vu que c'était un parti qui est issu d'une révolution antidictatoriale. Pour témoin, on a d'ailleurs le slogan du PRI, « Pour une démocratie des travailleurs », qui sera conservé jusqu'en 1946. Et justement, à partir de 1946, après la Seconde Guerre mondiale, le PRI va s'orienter de plus en plus à droite. Désormais, il aura une ligne très conservatrice, ce qui est un peu étonnant d'ailleurs pour un parti qui contient « révolutionnaire » dans son nom, Parti révolutionnaire institutionnel. En plus des idées conservatrices, on observe surtout que le pays penche à droite économiquement en épousant une économie capitaliste. On le rappelle, on est dans un monde post-Seconde Guerre mondiale qui est coupé en deux, entre des pays occidentaux qui ont une économie capitaliste, une économie de marché, et de l'autre côté, on a une économie collectiviste qui est prônée plutôt par les pays du bloc de l'Est.
le Mexique au milieu de tout ça, c'est pas une grande puissance internationale, et il fait pas réellement partie d'un des deux blocs, mais il va quand même choisir économiquement plutôt le bord occidental. Alors je vous passe les détails de la stratégie économique mexicaine post-Seconde Guerre mondiale, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un pays dans les années 60 qui a à sa tête un parti depuis plus de 30 ans, une sorte de parti unique qui était de gauche à la base, mais qui vire de plus en plus à droite, en ayant une ligne assez conservatrice et en épousant une économie capitaliste plus proche du bloc de l'Ouest. Et force est d'admettre que ça marche plutôt bien pour le Mexique, son PIB fait x6 entre 1946 et 1970, durant une période qui sera surnommée le miracle mexicain. Mais en fait, ça a l'air génial le Mexique, ils ont l'air trop sympas le parti révolutionnaire institutionnel. L'économie va mieux, c'est le miracle de la croissance, le système politique est stable, c'est une démocratie, les Jeux Olympiques sont attribués en 63, tout le monde doit être tellement heureux. Eh ben, pas vraiment en fait. Le truc c'est que le parti, pour se maintenir au sommet pendant plus de 3 décennies, il impose un grand contrôle sur tout le pays. La population, mais aussi toutes les institutions, sont contrôlées par le PRI. Par exemple, les médias sont ultra contrôlés, et tout ce qui est écrit va dans le sens du parti, pour lui maintenir une certaine légitimité. En 2000, on retrouve un rapport de la police secrète mexicaine des années 60, qui était resté confidentiel jusqu'alors, et qui décrit les relations entre le parti et les médias. La propagande politique doit utiliser tous les moyens de communication. Les mots écrits pour les lettrés, les images, les utilisations de la radio, de la télévision et du cinéma pour les moins instruits. Ainsi, nous pourrons concevoir un monde dominé par une tyrannie invisible qui adoptera la forme extérieure d'un gouvernement démocratique. En gros, le Parti révolutionnaire institutionnel, c'est des petits malins qui essayent d'utiliser tous les moyens qui sont à leur disposition, ici la propagande médiatique, pour faire croire que c'est un système démocratique, alors qu'on le voit bien, c'est un système qui a tout de la tyrannie. On peut avancer là le concept du théoricien marxiste italien Antonio Gramsci d'hégémonie culturelle. Le PRI est entré dans la culture mexicaine, dans les esprits des Mexicains, qui sont nés avec pour la plupart, vu que ça fait 30 ans que le parti domine. C'est devenu en quelque sorte la norme. Le parti est partout, certains disent que le PRI c'est le Mexique, et que le Mexique c'est le PRI. Alors c'est difficile d'imaginer autre chose pour les habitants, difficile d'imaginer un autre système politique. Ça contribue donc à reproduire la domination du parti aux élections chaque 6 ans. Vu qu'on peut pas imaginer autre chose, on vote pour le PRI. Et quand ça suffit pas, quand les résultats sont quand même serrés aux votations, le parti n'hésite pas à utiliser une autre arme, plutôt tyrannique, mais qui marche assez bien, soit l'intimidation, ou alors le trucage des élections. Enfin, si vous êtes super courageux et que vous tentez de remettre en question l'hégémonie du parti, qui domine un peu de manière injuste du coup, c'est plutôt une mauvaise idée, parce que le parti use parfois de la violence pour faire taire ses détracteurs, plutôt que se remettre en question. Bravo la démocratie! Pour cet étudiant mexicain, la répression dont use le PRI, c'est rien d'autre qu'un instrument politique pour lui permettre de masquer ce qui ne va pas dans sa manière de diriger, de masquer les problèmes de fond. Je pense que la répression, ce n'est qu'un symptôme de faiblesse, en même temps d'incapacité du gouvernement. Non, c'est une façon de cacher tout ce qui est derrière, quoi. C'est tout ce qui est pourri là. On pourrait dire que quand on réprime les gens, quoi, c'est pour éviter de voir ce qu'il y a au fond. Dans ce cas-là, on ne veut pas montrer que le gouvernement, même s'il a les possibilités de faire quelque chose, il ne le fait pas. Et malheureusement, on verra que cette répression et ce déni gouvernemental, ça prendra par la suite des proportions tragiques. Si on récapitule, on a donc vu que le Parti révolutionnaire institutionnel, qui était à la base issu des forces révolutionnaires qui se battaient contre la dictature, c'est devenu ce contre quoi ils se battaient. En gros, c'est devenu une sorte de dictature. Un système qui bénéficie qu'à certains, qui n'hésite pas à user de la force pour perdurer, et qui ne se remet jamais en question. Dans les années 1910, on avait aboli le porphyria, désormais, nous voilà avec une domination tyrannique du PRI. Ce paradoxe, ce serpent qui se mord la queue, en fait, je sais même pas si ça veut dire ça, c'est quelque chose qui est assez mis en avant dans l'art mexicain et notamment dans la littérature mexicaine. On a par exemple Carlos Fuentes qui écrit un roman, La mort d'Artemio Cruz, et le publie en 1962. Dans le récit, il revient sur la vie d'un personnage fictif, Artemio Cruz, qui est une sorte d'image du PRI, de métaphore du PRI, et de la politique mexicaine. Artemio, quand il est jeune, il se bat pour la révolution, il se bat pour ses idéaux. Il est même emprisonné pour ses idées, mais va finir par s'en sortir. Après
Après la Révolution, il devient lieutenant dans l'armée, puis petit à petit il gravit des échelons sociaux, il se marie avec la fille d'un riche propriétaire terrien, à sa mort il hérite de ses terres et devient lui aussi quelqu'un d'assez fortuné. Sur son lit de mort, cependant, Artemio y repense à ses idéaux de jeunesse, à son combat pour un système plus juste, qui se sont évaporés à mesure qu'il devenait riche et puissant. Quand il était du mauvais côté de la balance, il s'est battu pour rééquilibrer le tout, mais désormais qu'il est plutôt du bon côté des choses, eh bien, il n'en a un peu rien à faire. Il s'agit là d'une vive critique de la part de l'auteur Carlos Fuentes au PRI, qui avait des idéaux à ses débuts, mais qui, avec le pouvoir, a fini par devenir ce contre quoi il luttait. Donc voilà, peut-être qu'il fait pas si bon vivre au Mexique en fait. Du moins, ça semble dépendre un peu de notre situation socio-économique. On a d'un côté les industriels ou les riches propriétaires terriens qui se sont enrichis avec le miracle mexicain, mais plus en bas de l'échelle sociale, les gens se sentent un peu lésés. Du côté des villes, on est en plein essor, mais dans les campagnes, y a pas grand chose qui change, on bénéficie pas de ce miracle. On assiste donc à un exode rural, les habitants de la campagne vont se diriger vers les villes où il y a plus de travail. Il y a donc des millions de Mexicains qui se retrouvent en périphérie des villes, dans ce qu'on appelle des bidonvilles. Et tous ces millions de Mexicains qui s'amassent aux portes des villes, faut pas croire qu'ils sont contents de cette situation. Évidemment, ils sont assez révoltés et ils blâment les dirigeants politiques. Dans les années 60, il y aura donc de plus en plus de grèves, de manifestations, de remise en question du pouvoir. Mais comme on l'a dit, le gouvernement mexicain ne se laisse pas marcher sur les pieds, c'est pas un enfant de cœur, et il va réprimer fortement ces différentes insurrections. Grève des cheminots, grève des médecins, manifestation des paysans, la tension elle monte réellement au Mexique et il y a beaucoup d'opposants au régime qui sont licenciés, voire emprisonnés. Et en plus de ces travailleurs qui se révoltent, dans les années 60, il y a aussi les étudiants qui vont commencer à remettre en question l'autorité du régime du PRI. Les universitaires mexicains, ils réclament une plus grande diversité politique, donc plus de partis, pas un parti qui domine et qui est réélu chaque 6 ans, et basiquement, ils revendiquent aussi plus de droits et de libertés pour la population en général. Dès 1964, il y a des émeutes d'étudiants qui ont lieu à Mexico. Le gouvernement mexicain prend ça au sérieux, c'est pourquoi il y a de plus en plus de forces de l'ordre qui sont utilisées, mobilisées pour défendre le régime. Et justement, ça fait plusieurs minutes que je vous parle du gouvernement, du parti, du régime, sans avoir jamais mis un visage ou un nom spécifique sur celui-ci. C'est peut-être le moment pour moi de vous présenter l'antagoniste ultime de cette histoire, le président Gustavo Díaz Ordaz. Petite parenthèse, excusez mon accent espagnol, ou excusez-moi si par la suite je francise son nom en disant Gustavo Díaz Ordaz, ce sera peut-être plus simple. Dans tous les cas, peu importe qu'on l'appelle Gustavo ou Gustave, le bonhomme il est plutôt énervé contre les manifestations des étudiants. Il va donc justifier les interventions violentes de la police mexicaine. Aucun statut social ou intellectuel, aucune position économique, aucun âge, aucune profession ne donne à quiconque l'immunité. Je le répète, personne n'a de droit face au Mexique. Gustavo está enfadado. Ça veut dire que Gustave est énervé. Et ces voix étudiantes qui l'énervent, qui cherchent à se faire entendre dans les années 60, c'est pas qu'au Mexique. Ça s'inscrit dans une dynamique internationale. Il y a des contestations partout. Alors on connaît bien ces mouvements en France, avec leur apogée en mai 68, mais on sent aussi un vent de révolte au Sénégal, au Japon, au Brésil, aux États-Unis, aux 4 coins du globe en somme. Et ces contestations, elles sont motivées par quoi ? Par une sorte de désenchantement de la jeunesse face à la société de consommation notamment. L'économie, elle va plutôt bien en Occident après la Seconde Guerre mondiale, mais on se rend compte que ça empêche pas les guerres, comme celle du Vietnam par exemple, qui désespère les jeunes Américains. Ça offre pas non plus beaucoup plus de liberté, c'est ce que les jeunes Français réclament. Bref, cette économie qui va mieux, ça rend pas forcément plus heureux. Le problème il est donc pas qu'économique, il faut un changement politique. Du coup, la jeunesse sort dans les rues et fait du bruit. Enfin, au Mexique comme ailleurs, il y a une dernière voix contre-hégémonique qui se fait entendre, une dernière voix anti-gouvernementale. Durant la guerre froide, même dans les pays du bloc de l'Ouest, il y en a certains qui défendent des idées marxistes, communistes. Ils ont pour idole les héros de la révolution cubaine, comme Fidel Castro et Che Guevara, et ils aimeraient eux aussi mener leur propre révolution. Pour récapituler, on a donc à la tête du Mexique un parti, le PRI, qui est issu de la Révolution, mais qui s'est éloigné de ses idéaux, qui devient de plus en plus autoritaire et même violent. Il y a beaucoup de gens qui en peuvent plus du parti, les étudiants, les travailleurs, les partisans de gauche, et qui ont donc un intérêt commun à s'unir pour combattre l'hégémonie du parti. On arrive donc en 1968, année fatidique de cet épisode, où la tension va encore monter d'un cran, et pour mieux comprendre la période et ses enjeux, quoi de mieux que de se demander, c'était comment 1968 ?
1960. We are in 1968. 1968. Nous sommes donc en 1968, il y a 3,5 milliards d'habitants sur Terre, et on pourrait croire que c'est plutôt la belle vie. Les Beatles ont sorti leur album blanc, et on danse dessus partout dans le monde, enfin dans le monde occidental vu que les Beatles sont interdits à l'Est. L'essence est à 70 centimes de francs français par litre, donc 15 centimes d'euros environ, genre 10 fois moins qu'aujourd'hui. Et pour l'anecdote, la France bat aussi son record de production de vin, avec 65 millions d'hectolitres de vin produits cette année-là. Je vous laisse calculer le nombre de bouteilles que ça fait si vous êtes courageux. Donc voilà, on dirait que c'est plutôt la belle vie, même s'il faut plutôt pas combiner le vin et l'essence, c'est pas très bon, ni le vin et la voiture, ce qui est plutôt dangereux. Au-delà de ça, et un peu plus sérieusement, on observe qu'en 68, il y a aussi des choses beaucoup moins jolies qui se passent dans le monde. Le leader de la lutte pour les droits civiques des Noirs américains, Martin Luther King, est assassiné en avril. On comprend donc que même si la ségrégation raciale n'est désormais plus légale, l'idéologie raciste est encore bien présente aux États-Unis. En Asie, la guerre du Vietnam fait rage, et à partir de 68, les États-Unis commencent à comprendre qu'ils sont dans un sacré bourbier. En Afrique, très dramatique aussi, le Nigeria est en guerre civile, ce qui déclenche une famine dans la région du Biafra. Des centaines de milliers d'enfants meurent de faim cette année-là. Enfin, en Europe de l'Est, c'est le printemps de Prague. La Tchécoslovaquie tente de se libéraliser, mais les soldats du pacte de Varsovie, des autres pays de l'Est donc, envahissent le pays et annihilent la révolte. Sur Terre donc, l'année 68 est marquante, mais peut-être pas dans le bon sens. Pour finir sur une note un peu plus légère, il faut noter que dans l'espace aussi, 68 c'est une année importante. Une année avant que la mission d'Apollo 11 ne rejoigne la Lune, ce sont 2 tortues soviétiques qui effectuent le premier vol autour de la Lune avant les humains. Comme quoi, il vaut mieux partir à point que courir. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Bon, ça c'était pour ce qui se passait dans le monde, mais recentrons-nous un peu sur le Mexique. On l'a dit, les mouvements étudiants, c'est pas quelque chose de nouveau au Mexique. Mais en 68, les affrontements vont prendre des proportions de plus en plus graves. Les choses sérieuses, elles commencent un peu plus tard qu'ailleurs dans le monde, au milieu de l'été. À la fin du mois de juillet, il y a une bagarre entre des lycéens qui a lieu, un truc de plutôt anodin, mais étonnamment, la police elle intervient et de manière plutôt disproportionnée. Il y a des étudiants qui sont sévèrement battus et d'autres qui sont arrêtés. En parallèle, les forces de l'ordre mexicaines, elles, commencent à occuper des universités et il y a plein d'étudiants qui sont emprisonnés. Alors cette stratégie des autorités, c'est quelque chose de plutôt surprenant. Est-ce qu'on souhaite faire peur aux étudiants, être violent pour les dissuader de se révolter ? Selon certains chercheurs, dont Arturo Anguiano, qui étudie ces protestations étudiantes au Mexique, c'est pas vraiment ça l'explication. Pour lui, le gouvernement mexicain chercherait clairement la confrontation. Son but, ce serait de mener les manifestations à être violents eux aussi, afin de justifier ensuite en réponse une intervention encore plus sévère de l'État. Ça paraît vraiment vicieux et quand même pas possible pour un gouvernement, mais laissez-moi vous raconter une petite anecdote qui va un peu dans le sens de cette hypothèse. Lors d'une manifestation qui a lieu dans les rues de Mexico, les granaderos, les policiers anti-émeutes mexicains, ils se font tirer des cailloux dessus par les étudiants. Du coup, au nom de la légitime défense, ils les tabassent en retour. Le seul problème, c'est qu'on découvrira plus tard que les pierres, elles avaient été placées dans les poubelles le long du cortège par ordre de l'État. Le but, c'était donc de pousser les manifestants à être violents, à utiliser ces pierres, à les lancer sur les policiers, pour légitimer ensuite une réponse encore plus violente. Vous comprenez par là que plus rien ne va au Mexique, les autorités font preuve d'une terrible violence, mais ça ne refroidit pas les étudiants qui continuent à manifester, qui continuent à se battre pour leurs droits. Le 26 juillet d'ailleurs, les étudiants vont descendre dans les rues. Il se trouve que le même jour, il y a plein de militants d'extrême gauche qui sont aussi en train de manifester en l'honneur d'un anniversaire d'un mouvement qui avait été créé par Fidel Castro, bref, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est que ces 2 groupes, qui n'ont pas les mêmes origines à la base, ils vont se rejoindre pour se révolter ensemble. Et ça aurait pu paraître anodin, mais ça va amener une nouvelle réflexion pour le gouvernement mexicain. On se rend compte que il faut faire vraiment attention, parce que ces mouvements étudiants, ils prennent de l'ampleur, et ils pourraient peut-être se lier à des défenseurs d'autres causes. Et pour essayer d'éviter cela, le président Díaz Ordaz, il va user des moyens dont il dispose, soit contrôler toutes les institutions mexicaines, comme on l'a dit avant, notamment les médias, pour tenter de discréditer les manifestants. Son but, c'est clair, c'est anéantir toute la sympathie de l'opinion publique pour les mouvements étudiants, afin d'éviter que ceux-ci grandissent, qu'il y ait des gens qui les rejoignent. En parallèle de ça, vous vous en doutez bien, Díaz Ordaz, il va pas juste utiliser les médias, il va aussi utiliser sa meilleure arme, la répression qui devient de plus en plus forte, et dans les universités notamment qui sont occupées. Les autorités, elles veulent contrôler ces lieux stratégiques de protestation pour contenir les révoltes.
Mais ça plaît vraiment pas au monde universitaire. Et on peut le comprendre, les élèves, les profs n'ont pas spécialement envie qu'il y ait des policiers armés qui traînent dans leur université, qui fassent régner l'ordre, qui assistent à leurs cours, etc. Du coup, le 31 juillet, Javier Barros Sierra, qui est le recteur de l'Université nationale autonome du Mexique, la plus grande université, il va mener une marche de protestation à travers la capitale, et il sera suivi par 80 000 étudiants. Il prononce un discours. J'aimerais commencer en rappelant que les étudiants et professeurs de l'université doivent démontrer une fois de plus que nous vivons dans une communauté démocratique. Notre manifestation doit avoir lieu sans provocation et sans violence. Au début de sa prise de parole, le recteur rappelle donc la nécessité d'une action non violente, afin de montrer à l'opinion publique le pacifisme des étudiants et de ne pas donner de possibilité d'intervenir légitimement aux autorités. Cette négation de la répression doit être notre raison d'être à tous. Aussi, je rappelle que nous sommes rejoints par les étudiants de l'Institut Polytechnique National. Ce sont nos frères qui nous accompagnent dans cette manifestation. Bienvenue à eux. Ça aussi, c'est un moment très important pour la lutte estudiantine. Avant, les contestations étaient dispersées entre deux institutions séparées, l'université, UNAM, et l'Institut Polytechnique. Désormais, le mouvement ne fait qu'un, le rendant encore plus important et crédible. Sans exagérer, nous pouvons dire que se joue en cette journée pas seulement le destin universitaire de ce pays, mais une cause bien plus importante, le destin du peuple mexicain. Alors on peut se dire que le discours du recteur Barros Sierra, c'est quelque chose d'anecdotique. Il y en a eu des centaines, sûrement des discours d'union comme ça, de défense de la liberté, etc. Mais en fait, il aura un effet plutôt important, parce qu'à partir de ce moment-là, les étudiants, ils vont prendre la confiance. En fait, ils sont soutenus par leur institution, ils sont soutenus par le recteur. Du coup, ça va encourager leur manifestation et leur remise en question du gouvernement. Aussi, cette prise de parole, comme on l'a dit, elle va mener les différents mouvements étudiants des différentes universités, donc de l'Institut Polytechnique ou de l'Université autonome, à s'unir et à généraliser leur action. Elle va donc devenir encore plus forte. 2 jours après le discours, le CNH, Conseil national de grève, est créé. 59 délégués de divers horizons, donc de plusieurs universités différentes, vont se réunir afin de coordonner les actions de contestation. L'opposition est vraiment en train de s'organiser. Et pour combattre le gouvernement, le CNH, il va utiliser les armes du gouvernement. Alors je parle pas d'armes à proprement parler, et parce qu'il y aura pas forcément beaucoup de violence, comme l'a dit le recteur, il faut pas agir avec violence pour pas donner au gouvernement ce qu'il souhaite, mais quand je parle d'armes, je parle de la propagande médiatique, qui va aussi être utilisée par les étudiants. Pour contrecarrer la version étatique des affrontements, qui est relayée dans les médias officiels, les étudiants vont créer des brigades politiques. C'est des groupes de 3 à 10 étudiants, dont le rôle c'est d'aller rencontrer la population pour essayer de la convaincre de se joindre au mouvement. Salut, t'as 2 minutes ? Est-ce que tu savais que le gouvernement c'était des salauds ? Je caricature, mais en gros c'est ça. Et durant le mois d'août, ce travail de sape des brigades vers la population, ça va porter ses fruits. Il y a de plus en plus de monde qui se rend aux manifestations qui sont organisées par le Conseil national de grève. À la fin du mois, le 27 août, 250 000 personnes sont réunies devant le Palais national, sur la place Zócalo, un lieu hautement symbolique au centre de Mexico. Avec leur nombre qui est vraiment énorme, les manifestants, ils montrent qu'il faut les prendre au sérieux. Et ils montrent aussi qu'ils ne souhaitent pas utiliser la violence, mais plutôt négocier avec le gouvernement. Ils avancent plusieurs revendications. Numéro 1, l'autonomie universitaire. En gros, que l'armée se casse des campus. 2, abolir un article de droit qui permet au gouvernement d'arrêter les gens qui sont pas d'accord avec lui. Ouais, ça semble être une bonne idée. 3, ils demandent aussi la libération des prisonniers politiques. En gros, de leurs amis qui ont été arrêtés lors des précédentes manifestations. Bon voilà, du coup ces demandes, elles semblent plutôt légitimes quand même et justifiées, mais le PRI qui exerce un pouvoir autoritaire depuis plus de 40 ans sur le pays, ils vont pas se laisser intimider si facilement, c'est pas 250 000 personnes qui vont leur faire peur. Du coup, ils vont dire non aux négociations. Pour se faire respecter, l'État va choisir l'option de la violence. Et cette histoire, ça commence à sentir mauvais, ça commence à sentir la tragédie à plein nez. Il n'y a aucun des deux camps qui veut battre en retraite, du coup, la violence continue d'escalader et de s'intensifier.
Pour illustrer cette tension, on a un document déclassifié du gouvernement américain, un télégramme qui était adressé au président Lyndon B. Johnson sur la situation mexicaine, où on l'informe explicitement, je cite, « Díaz Ordaz a décidé de mettre fin au désordre. Le président aurait ordonné à l'armée et à la police d'utiliser toute la force nécessaire pour arriver à ses fins. » Ça sent mauvais, je vous dis. La petite aparté, pourquoi est-ce qu'on doit passer par les archives américaines ? Eh bien parce que le gouvernement mexicain, lui, n'a jamais rendu public les documents sur 1968. Par contre, les sources américaines, elles sont de bonne facture, parce que la CIA était très bien implantée au Mexique dans les années 60. Évidemment, vu que le Mexique est un lieu stratégique pour les États-Unis pour gérer cette Amérique centrale, et aussi une bonne porte d'entrée vers l'Amérique du Sud. Après ce qui s'est passé à Cuba dans les années 50, on a peur que cette région du monde, elle bascule du côté communiste. L'agence, elle est donc présente au Mexique pour s'assurer que ce soit pas le cas. Et on dit même que Winston Scott, qui est le chef de la CIA à Mexico, est le deuxième homme le plus influent du pays, parce qu'il a des relations très étroites avec Díaz Ordaz. Les deux travaillent main dans la main, parce qu'ils ont un intérêt commun à mater les révoltes. Pour Díaz Ordaz, il s'agit de rétablir l'ordre dans son pays, et pour Scott, l'américain, ça permet d'empêcher une révolution communiste, d'autant qu'il y a beaucoup de sympathisants du Parti communiste qui sont à la tête des mouvements étudiants. C'est pourquoi la CIA, elle va appuyer un peu le gouvernement mexicain en lui offrant de l'information. Elle donne par exemple chaque jour un rapport à Díaz Ordaz sur l'opposition. Selon l'ancien agent de la CIA Philip Agee, les États-Unis, via l'agence, ont fortement aidé les Mexicains à mettre en place leur politique de répression. L'agence aurait même directement organisé certaines actions violentes. On se pose alors une question par rapport au massacre dont on va parler. Est-ce que les Américains ont fourni une aide pour élaborer l'horreur du 2 octobre ? C'est difficile à déterminer, en tout cas c'est difficile d'avancer des certitudes. Mais il y a quand même plusieurs éléments qui nous font pencher du côté du oui. Déjà, il y a les réunions quotidiennes entre la CIA et le gouvernement mexicain pendant tout le mois de septembre. Il y a des communiqués adressés directement au président Johnston qui stipulent que, je cite, « La situation sera bientôt complètement sous contrôle. Les manifestations vont cesser. » Fin de citation. Ou encore, dernier élément troublant, Richard Helms, qui est le directeur de la CIA, fait une petite visite à Mexico 2 jours avant le massacre. Ça fait beaucoup, mais c'est impossible d'affirmer que la CIA a joué un rôle, vu que les documents spécifiques à cette affaire n'ont jamais été déclassifiés. On peut quand même estimer que si les Américains n'ont pas fourni d'assistance directe pour le massacre, ils étaient sûrement au courant de ce qui allait se passer. On parlera plus tard de l'après 2 octobre, mais le fait que le gouvernement américain ne condamne jamais ce qui s'est passé et accuse les étudiants, ça vient encore un peu plus appuyer la thèse de leur implication. Ce qui est certain, c'est que, américain ou pas américain, le gouvernement mexicain, il en peut plus de ces révoltes étudiantes, si bien qu'il va décider d'en finir, coûte que coûte. Mais ça, on va pas en parler tout de suite. La partie 1 de l'épisode se termine maintenant, et je vous propose donc de faire une petite pause. Plusieurs options s'offrent à vous. Soit vous avez fini votre trajet en voiture, donc vous écouterez la partie 2 une prochaine fois, peut-être sur le trajet retour. Soit vous avez envie d'un peu de musique pour respirer, auquel cas je vous conseille fortement d'aller écouter la playlist Mexico 68 disponible sur ma chaîne et en description. 4 tubes internationaux sortis en 1968 qui vont vous donner envie de vous laisser pousser les cheveux et d'aller fumer sur la plage, plus 3 musiques mexicaines en rapport avec le massacre, dont une de rock mexicain dont on reparlera dans la partie 2. Troisième option, vous êtes anti-musique et vous êtes pressé d'en savoir plus sur la suite de l'histoire. Dans ce cas-là, vous pouvez directement passer à la partie 2 qui est déjà disponible. Dans tous les cas, peu importe votre choix, ça m'a fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui, et je me réjouis déjà de cette partie 2 dans laquelle on abordera le massacre en tant que tel, ses conséquences, ainsi que ses liens avec les JO. Je vous dis à très vite, sportivement vôtre, ciao.